Bonjour, je suis Mireille Etier, lieutenante de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour la lieutenance du Canada-Québec. Pour des personnes qui ne connaîtraient pas l'Ordre, nous recevons notre mission du Saint-Père de faire connaître, aimer, soutenir le petit 2% de chrétiens qui restent en Terre sainte et qui vivent le drame quotidien des tensions et du risque de la disparition. Lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous avons invité le padré Guy Chapdelaine, qui est chevalier de l'Ordre à Montréal, pour qu'il nous partage son expérience de l'écuménisme dans l'armée canadienne. C'était riche comme rencontre et nous souhaitions en entendre plus encore sur le sens de cette expérience. Nous avons donc invité le padre Chapdelaine à poursuivre la réflexion, mais cette fois dans un dialogue avec le colonel Rifou, longtemps actif à la base de Valcartier à Québec. À la fin, M. François Rifou lance un solide appel à faire mieux connaître l'engagement de l'Ordre pour les habitants de la Terre sainte. Jean-François Morin, chevalier de la lieutenance de Québec, anime cet échange percutant, pour ne pas dire émouvant. À toi, Jean-François. Merci Mireille. Alors, nous recevons aujourd'hui deux militaires à la retraite, personnes d'expérience qui connaissent très bien la réalité du terrain de la Palestine, de la Terre sainte, de Jérusalem en particulier. En premier lieu, le colonel François Rifou, qui a passé près de 33 ans dans le 22e régiment royal et qui a terminé sa carrière justement dans l'opération Proteus, qui est en réalité le commandement de la force opérationnelle de l'armée canadienne à Jérusalem. Et nous avons aussi le padre Guy Chapdelaine, qui est aumônier militaire depuis près de 40 ans, qui a été responsable pendant un certain temps de l'aumônerie générale, c'est-à-dire de la coordination des différents aumôniers, des différentes confession religieuse au sein de l'armée canadienne et qui a passé lui-même passablement de temps en Terre sainte. Alors, nous les avons avec nous aujourd'hui parce qu'ils connaissent tous les deux très bien la réalité du Proche-Orient et de la Terre sainte en particulier. Et leur perspective comme militaire offre quelque chose d'assez inédit et d'intérêt. Alors, nous poserons quelques questions. La première est la suivante. Alors, François, je commencerai peut-être avec vous. Alors, sur un plan personnel, quelle perception, quelle impression votre passage au Proche-Orient vous a-t-elle laissé? Bonjour, merci Jean-François. Oui, alors j'ai passé l'année 2011-2012 effectivement à Jérusalem à la tête d'un groupe de 25 Canadiens qui œuvraient auprès d'une mission internationale qui visait à professionnaliser les forces de sécurité de la Palestine pour avoir un partenaire plus sûr lorsqu'il y avait des questions de sécurité en Cisjordanie ou on pouvait avoir une intervention bilatérale là, des forces de sécurité et de la Palestine et les forces israéliennes. Bon, alors, mes impressions. Première impression, c'est que c'est une région troublée où l'insécurité persiste. C'est des peuples qui revendiquent des droits, une souveraineté à la fois culturelle, politique, économique et religieuse depuis plusieurs siècles. J'ai été marqué par le déséquilibre du pouvoir régional, c'est-à-dire la puissance israélienne et du côté militaire, économique, énergétique, et même en ce qui concerne le partage de l'eau potable dans la région. J'ai eu la chance de rencontrer des modérés dans les deux camps principaux, mais bon, à travers mon année à Jérusalem, ceux-ci, ils peinaient à se faire entendre, compte tenu de la place qui est occupée par les factions extrémistes au sein des deux gouvernements respectifs.
Le discours, les actions violentes qui se répètent depuis longue date là, font qu'on entend très peu la voix des modérés. En fin de compte, en anglais, il y a une belle définition de cette situation-là. On l'appelle un wicked problem, un problème vicieux. Puis, je ne sais pas si c'est une très bonne traduction, mais un problème vicieux où les solutions qu'on pourrait proposer dépendent de l'angle par lequel on regarde le problème. Ça dépend des parties prenantes qui peuvent avoir des visions qui sont complètement opposées. Il y a des contraintes qui affectent les deux parties principales. Et puis, on dirait que qu'importe les ressources qu'on applique pour tenter de résoudre ou d'alléger ces contraintes-là, il n'y a rien qui change dans le temps. Et puis, en fin de compte, c'est un problème auquel la résolution n'arrive jamais. Alors, malheureusement, je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir certainement rapproché. C'est certain que j'ai une perspective, je vous l'avais déjà dit, qui est biaisée. J'ai travaillé principalement avec les Palestiniens, principalement en Cisjordanie. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des Israéliens. Puis comme j'ai dit, j'en ai rencontré des modérés. Malgré une enfance que j'ai eue, qui est bien ancrée dans les traditions de l'Église catholique, on ajoute à ça la prémisse de neutralité de notre mission, ainsi que la laïcité, si on veut, là, de notre institution militaire canadienne, d'une certaine façon, là, par rapport à l'ouvrage qu'on entreprend. Ce que je regrette peut-être après des discussions avec Guy, c'est que peut-être que j'aurais pu passer par des pistes de solutions où on aurait pu exploiter les réseaux religieux qu'aurait pu nous offrir une présence permanente là, au sein de ma mission d'un aumônier, qu'importe sa dénomination. Alors, c'est pas mal mes impressions de ma mission. Alors, si j'ai bien entendu, une région tendue, un problème difficile à saisir, qui comporte des facettes qui le rendent extrêmement complexe. Et vous, Guy, de votre côté, quelle perception, quelle impression vous avez eue de cette réalité du Proche-Orient, de la Palestine, d'Israël en général? Bonjour à tous et à toutes. Merci Jean-François pour cette question concernant un peu ma perspective, parce que la mienne est un peu différente. Je n'ai pas été sur le terrain comme François l'a été pendant plusieurs mois. Donc moi, les premières rencontres que j'ai effectuées à Jérusalem, ça a été d'abord des rencontres d'un pèlerinage. Le premier était un pèlerinage avec des représentants de différentes églises chrétiennes. Donc, une perspective écuménique. Ça m'a fait découvrir un peu la complexité, comme François expliquait, pas seulement au point de vue politique, mais aussi au point de vue religieux. Donc, c'est un milieu où il y a une présence chrétienne de plus en plus faible, mais en même temps très diversifiée. Beaucoup de diversité. Donc, c'est ça que j'ai vu la première fois dans les années, je crois, 95-96. J'étais là pour l'élection d'Arafat comme président. Il y avait beaucoup d'espoir à ce moment-là. J'ai senti la possibilité, avec les accords d'Oslo, la possibilité de créer deux États. Malheureusement, aujourd'hui, cette réalité est de plus en plus difficile et de moins en moins envisageable. Mais lorsque je suis allé la première fois, j'ai eu l'occasion un peu de visiter toutes les régions. J'ai vu aussi cette présence des Juifs orthodoxes, ultra-orthodoxes, donc des gens aussi à la fois très modernes, des Juifs aussi qui, surtout à Tel Aviv, qui vivent comme vous et moi,
d'une façon très ouverte. Donc, ça a été ma première rencontre dans les années 90. Quand je suis retourné dans les années 2013 pour un autre pèlerinage avec des prêtres catholiques de mon diocèse de Sherbrooke, j'ai eu l'occasion de constater un changement total de l'atmosphère dans ce pays, je dirais, un pays qui est pris dans une dynamique où les solutions sont très difficiles. Il faudrait un peu plus de dialogue. Contrairement, dans les années 90, je sentais que le dialogue était ouvert, alors que lors de ma deuxième visite, le dialogue, mais je pense que c'est en 2010 que je suis allé plus tôt, 2010. Donc, le dialogue était déjà plus difficile à ce moment-là. Et j'ai visité aussi les lieux saints. Donc, j'ai fait le tour des lieux saints sans avoir la possibilité de vraiment approfondir cette rencontre avec des gens qui vivent à Jérusalem ou en Palestine. Et bien sûr, comme aumônier général, à partir de 2015, j'ai eu la possibilité 2 fois de visiter la région, pas seulement Jérusalem, mais aussi je me suis rendu en Jordanie et aussi au Liban. Donc, ça a été une autre perspective aussi comme militaire, mais aussi à l'écoute des militaires qui étaient présents dans cette région-là. Et effectivement, je crois que l'expérience qu'ils ont eue n'a pas toujours été positive, dans le sens que ils étaient témoins de certaines situations tendues et ça leur donnait une mauvaise impression parfois de certains groupes religieux. Je ne nommerai pas les groupes, mais une perspective un peu différente que j'ai eue lors de mes visites, un peu plus culturelle et religieuse. Donc, cette proximité avec les troupes, et je suis d'accord avec François aussi, s'il y avait eu un aumônier militaire dans la région, ça aurait peut-être été possible de faciliter des canaux de conversation avec des groupes religieux. C'est ce que j'ai essayé de faire, moi, quand j'ai été à Jérusalem. J'ai rencontré l'administrateur apostolique à l'époque, qui est maintenant le patriarche latin de Jérusalem. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi le grand moufti de l'armée jordanienne pour discuter d'aumônerie en Jordanie. Et aussi de voir aussi qu'il y avait en Jordanie un groupe qui regroupait différentes confessions chrétiennes, mais aussi religions. Il y avait un dialogue beaucoup plus ouvert en Jordanie que j'ai trouvé, en tout cas, du côté de la Palestine. Donc, ça a été mon expérience lors de mon passage, qui a été tout à fait bref, mais riche en même temps d'expérience. J'ai entendu, merci, j'ai entendu qu'il manque, du point de vue où vous étiez, la facilité de dialogue, de créer des canaux. Qu'est-ce que vous, du point de vue de la population là-bas, de leur point de vue à eux, de quoi manque-t-il pour pouvoir eux-mêmes avoir le sentiment de progresser? Est-ce que vous avez une idée sur cet aspect-là? J'ai eu l'occasion de rencontrer un juif, un laïc, qui enseignait à l'Université de Jérusalem et qui était très impliqué dans le dialogue avec les musulmans et avec les chrétiens aussi. Et on avait même rêvé d'organiser une rencontre pour les aumôniers militaires. J'avais pensé même organiser une formation sur les lieux
avec des aumôniers militaires juifs, musulmans et chrétiens. Vraiment ouvrir le dialogue, et surtout dans un pays où on ne se retrouve pas en minorité. Parce que, bien sûr, on peut avoir un dialogue au Canada, mais ce n'est pas la même perspective. On est la majorité. Et les musulmans et les juifs sont en minorité. Mais dans le contexte de Jérusalem, le rapport est inversé. Donc, c'est davantage les juifs et les musulmans qui sont en majorité. Donc, ça aurait été très intéressant. Moi, c'était une perspective qui m'intéressait beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas réussi à organiser cette formation, mais on envoyait, nous, des aumôniers militaires chez les anglicans. Il y avait une école de formation en théologie pour donner aux aumôniers un répit, une occasion de ressourcement. Ça durait 2 semaines, 3 semaines. Et ce centre-là était situé tout près d'où les militaires canadiens habitaient, l'hôtel où ils habitaient dans le quartier musulman, tout près de la porte de Damas. J'ai aussi l'occasion de rencontrer les dominicains à l'école de Jérusalem, l'école biblique de Jérusalem. Et ça, j'ai eu l'occasion d'amener avec moi des militaires aussi pour leur faire découvrir cette réalité-là, cette présence de Canadiens, de Français qui œuvraient aussi et qui avaient peut-être une autre perspective parce que la plupart d'entre eux ont vécu pendant des décennies dans cette région. Et vous, François, de votre point de vue, là, avec la perception que vous avez de terrain, qu'est-ce qui manque pour que la population là-bas puisse s'épanouir, puisse avancer, puisse apprendre à mieux vivre entre eux? Oui, je m'inspire un peu du conflit en Ukraine. Puis dans mes notes, j'avais marqué que ce que je trouvais qui manquait, c'était une volonté populaire ou un mouvement populaire bilatéral visant à tenter de régler le conflit. Alors, oui, les partis politiques parlent, oui, les extrémistes ont des grandes voix là, dans le dialogue, mais ça prend quelque chose qui vient d'un mouvement populaire. Il faut que ça vienne de la base, ce désir de s'entendre, d'arriver à des accords. Toutes les tentatives, même l'environnement que Guy décrivait en 1995-96, c'était toujours des influences externes qui tentaient de venir offrir des solutions ou tenter de négocier des solutions avec les parties prenantes. Puis moi, je pense, en tout cas, je vois ce qui se passe en Ukraine, puis je me dis qu'ils se tiennent parce que la population le veut. Mais c'est une population uniforme quand même, l'Ukraine. La distinction avec la région dont on parle, c'est qu'on a 2, 3, 4 différentes populations. Là, puis il faudrait arrimer une volonté populaire entre ces groupes-là. Puis il faut que ça soit bâti sur des petits efforts qui vont augmenter, je pense, le niveau de confiance mutuelle et surtout l'équité. Parce qu'en ce moment, il y a une très grande inéquité entre les deux peuples. Et puis, quand je parlais avec les modérés juifs, eux le reconnaissaient. Et puis, bon, il y avait des efforts pour tenter d'influencer le gouvernement israélien pour alléger certaines des contraintes qui étaient imposées. Là. Je ne dis pas qu'ils le faisaient toujours avec succès, là, mais de temps en temps, là, on voyait un brin, une lueur d'espoir qu'on allait diminuer certaines contraintes. Là. Puis à ce moment-là, bien, on ramène un petit peu d'équité là, entre les deux peuples. Puis ça peut simplement augmenter le niveau de confiance. Alors, c'est pas mal ce que je fais. François, est-ce que la question de la sécurité, je pense que vous avez travaillé beaucoup pour aider les Palestiniens à sécuriser leur territoire ou leur environnement, pensant que ça pourrait aider le dialogue. Est-ce que c'est une perspective que tu envisages? Une plus grande sécurité permettrait
au parti, non pas de se radicaliser, mais davantage d'être ouvert au dialogue? C'est effectivement, ça revient à ma question d'équité, là, ou mon point en relation avec l'équité. C'est un petit peu la pyramide de Maslow. Hein? Puis la sécurité est à la base de cette pyramide-là. Lorsqu'on a un sentiment de sécurité, bien, on peut passer au prochain niveau. Et puis, effectivement, puis comme je l'ai dit au préalable, là, on ne parle pas juste d'une sécurité physique, mais on parle de la sécurité économique, on parle de la sécurité en rapport avec les aspirations qu'on peut avoir pour nos enfants de vivre une vie, d'avoir une éducation. Alors, oui, effectivement, là, la sécurité est à la base. Et puis, nous autres, on était là, c'est exactement la définition de la mission, on était là pour professionnaliser les Palestiniens, pour augmenter le niveau de confiance lorsqu'il y avait dialogue entre les deux parties. Là, on parlait un petit peu plus comme égal, pas comme une gang de guerriers, un groupe de guerriers, puis une armée professionnelle ou une force de sécurité professionnelle, mais vraiment deux entités professionnelles qui pouvaient partager un vocabulaire commun, puis certainement des processus qui étaient communs. Alors, il y a des canaux, il y a un besoin d'avoir une volonté réelle des gens qui vivent là, de se prendre en main, d'avancer. Mais nous sommes Canadiens. Vous étiez sur place. Nous sommes de l'extérieur. Quand vous y êtes en mission militaire, vous êtes quelqu'un qui arrive d'un autre continent. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme Canadiens, comme dans notre position particulière et favorisée? Qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider ces gens-là, pour les soutenir, en fait, dans ce qu'on identifie là, qui devrait être fait? Qu'est-ce qu'on peut faire de notre point de vue? Bien, certainement, je pense que la première chose, c'est de continuer une des facettes de notre mission qui est d'être des témoins. Hein? Il faut témoigner de la situation là-bas par une présence diplomatique, par une présence militaire, par une présence d'intérêt religieux, mais il faut témoigner. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a témoigné, bien, il faut ramener ce bagage d'expérience-là au Canada et puis il faut le partager. Il faut le communiquer à travers nos différents réseaux pour sensibiliser les Canadiens qui ne connaissent pas les réalités de la région là, à ce qui se passe vraiment là-bas. Là. Il faut continuer à soutenir des efforts internationaux, des organisations qui visent de l'aide autant financière qu'au niveau de l'éducation. J'aimais bien ma mission parce qu'on agissait un petit peu comme des consultants. Alors, l'équipe permanente, les 25 Canadiens, on était des consultants auprès des Palestiniens. On identifiait des besoins en professionnalisation, en éducation militaire. On dessinait des programmes ou des plans d'entraînement. Puis ensuite, on renvoyait la facture au Canada, puis on leur disait, ça nous prend tant de monde, telle durée pour venir offrir telle formation. Alors, il y a peut-être une centaine de militaires qui ont passé durant ma mission pour des durées de 2 à 6 semaines pour venir vivre l'expérience eux aussi, là, témoigner de leur part, mais ensuite de retourner, puis ils venaient d'à travers le Canada. Malheureusement, on n'est pas toujours très bon là, pour faire la suite des choses, c'est-à-dire partager cette expérience-là. Là. Il faut s'améliorer de ce côté-là. Puis je veux pas ça mesquin, là, mais quand je parle de témoigner puis de communiquer, là, il faut que ça aille plus loin que la messe du dimanche où, durant une annonce, on nous dit il y a une enveloppe sur le banc, puis c'est pour telle mission, on vous demande de donner. Ça, c'est pas communiqué, là, parce que c'est pas de même que le monde va se sentir lié à une cause.
il faut prendre le temps d'expliquer aux paroissiens, à la population canadienne, qu'est-ce qui se passe là-bas. Il faut que ça aille plus loin que ça. C'est pas facile de trouver les opportunités de le faire, mais il faut tenter de le faire. La question que j'ai le goût de vous poser à vous, Guy, de votre côté, comme padre, vous avez vu passer énormément de monde, vous avez vu plusieurs Canadiens, plusieurs d'entre nous, de nos compatriotes, aller là-bas servir de toutes sortes de façons. Qu'est-ce qui avec quoi les gens repartent-ils? Qu'est-ce que ça leur laisse comme désir de contribuer, de faire plus de votre point de vue? D'abord, ce que j'ai réalisé, surtout les 2 rencontres, les 2 voyages que j'ai faits lorsque j'étais aumônier général, c'était les liens d'amitié, de confiance qui se créaient avec des gens sur le terrain avec lesquels ils travaillaient. Donc, ces Canadiens-là repartaient avec une vision différente parce qu'ils voyaient peut-être la réalité à travers les yeux des Palestiniens avec lesquels ils avaient travaillé. Ils ont expérimenté aussi certaines injustices. Donc, parfois, ils reviennent un peu aigris de leur expérience parce que, bon, ils ont été témoins d'injustice et puis ça les a bouleversés. Et ça, je crois que François, on a déjà parlé de ça, puis on s'en était parlé quand tu étais revenu de mission, comment l'expérience peut avoir des côtés très positifs, mais aussi une vision peut-être des religions, de l'affrontement religieux, où on se demande, est-ce que la religion, c'est le problème? C'est un des problèmes, bien sûr. C'est pourquoi je reviens encore à la question du dialogue. Comment le dialogue est important dans ce milieu? Comment favoriser le dialogue aussi avec les modérés? Parce que je dirais que les modérés sont peut-être la majorité silencieuse, alors que ceux qu'on entend, ce sont les radicaux. Et tant qu'il n'y aura pas cette sécurité, tant qu'il n'y aura pas cette possibilité de dialogue, une certaine justice aussi, parce que quand on est dans l'injustice, c'est très difficile d'entreprendre un dialogue. Et surtout avec les guerres successives qu'on a vues entre Israël et les Palestiniens, ça ne fait que rendre la situation plus difficile pour créer une situation où le dialogue est possible. Moi, je garde espérance, je garde l'espérance qu'un jour, on pourra avoir ce dialogue dans le respect de l'autre. Mais c'est très difficile parce que chacun a une vision un peu différente de la réalité. Le camp israélien, c'est la sécurité, ils se sentent un peu vulnérables, donc ils sont centrés beaucoup sur cet élément de sécurité, alors que les Palestiniens, ben, c'est la survie, hein, c'est la survie de cette présence en Palestine, où on voit de plus en plus les chrétiens devenir de plus en plus minoritaires. Donc, on a un rôle, nous, comme membres de l'Ordre équestre de Jérusalem, on en parlera un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette présence des chrétiens de différentes confessions chrétiennes à demeurer dans le milieu? Parce que si on perd cette présence, bien le dialogue va s'appauvrir dans le milieu, dans la région. Vous avez évoqué, je fais juste un petit peu de pouce sur tout ce qui a été dit, il a été évoqué que si on avait eu une meilleure connaissance des implications et de ce que les religions pouvaient apporter, il aurait pu y avoir
des différences dans les interventions. Je regarde dans des conflits actuels où on ose faire appel à des leaders religieux parce que les populations où on va sont encore très religieuses. Alors qu'ici, bon, je ne pense pas seulement à notre armée, vous avez mentionné que c'était de plus en plus laïcisant, civil. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de renouveau de connaissances et d'implication à favoriser auprès de membres comme ça pour que ça puisse même avoir une meilleure écoute et un meilleur impact là-bas? Je pense que je l'ai déjà dit, là, tu sais, avec un recul et des discussions récentes avec Guy, c'est certain que je regrette de ne pas avoir eu un aviseur religieux à même ma mission, euh, qui aurait pu justement ouvrir des portes, offrir des opportunités, mais je le dis, là, je l'avoue, là, je le dis comme un planificateur, un opérateur militaire, là, puis je cherche, moi, si on veut, des multiplicateurs de force. Et puis avoir eu cet outil-là, maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, j'aurais pu explorer d'autres possibilités. Ça m'aurait ouvert d'autres portes dans l'accomplissement de ma mission. Puis je pense que Guy est d'accord avec moi. Là, il faudrait qu'on embarque sur une croisade auprès du ministère pour changer les choses. J'allais peut-être juste dire aussi que je verrais cette personne-là à même titre que je verrais comme militaire ou comme fantassin, un aviseur aérien, un aviseur artillerie, puis j'aurais mon aviseur côté religion. Mais dans ce contexte-là, comme je dis, avec un peu de recul, ça aurait été très important. On a développé aussi les dernières années une doctrine que j'aimerais qu'il soit enseignée aussi dans les forces armées où les commandants peuvent utiliser les aumôniers, non pas comme des gens de renseignement pour aller chercher des renseignements, mais plutôt pour favoriser des communications dans le domaine religieux, mais vraiment d'ouvrir des portes. Un peu comme j'avais eu l'occasion de rencontrer le patriarche, mais dans un moment très restreint. Je n'avais pas beaucoup de temps pour établir ces liens, puis même peut-être organiser une rencontre entre le commandant, les différents chefs religieux, juste avoir l'occasion d'aller tâter le terrain, de les entendre, de voir un peu leurs préoccupations, puis aussi du côté juif et du côté musulman. Je crois qu'il faut être ouvert à toutes les confessions, toutes les religions en présence, sans bien sûr privilégier une par rapport aux autres. Donc pour moi, c'est une possibilité là, qui pourrait être développée dans les prochaines années. Même on trouve que la préparation aux opérations, puis pas seulement dans la région d'Israël, mais aussi dans les autres régions, bien souvent, on n'est pas préparé. Les jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience religieuse où on peut décrocher de cette réalité-là. Ils arrivent avec leur bagage, mais ils apprennent vite. Moi, j'ai réalisé qu'ils apprennent dans l'action, dans le feu de l'action, à comprendre un peu ces réalités-là. Et quand je parlais avec les militaires, ils avaient cette impression qu'ils avaient été mal préparés à la mission de ce côté-là parce que très vite, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas fonctionner sans prendre en considération cette réalité religieuse. Tout à fait, Guy. Je fais un petit peu de pouce là-dessus, mais si je parle de mon expérience, ma préparation, outre des préparations banales là, de physique, équipement,
C'était une visite d'une semaine. Bon, pour moi, ça a été très bien dans le théâtre, mais pas pour mon équipe. Puis pour mon équipe, en frais de préparation, on a eu une journée avec le ministère des Affaires étrangères. Alors, des experts de la région qui étaient venus nous parler puis qui nous avaient laissé une brique d'environ 1 pouce, là, mais pas plus que ça. Puis la beauté de notre mission, c'est que j'avais un aviseur culturel qui était un citoyen de Jérusalem, un Palestinien, mais on avait aussi des interprètes, pardon. Et puis, il y en avait des musulmans, il y en avait des catholiques. Alors, on apprenait, puis on partait des fois là, les week-ends avec un ou avec l'autre qui décidait de nous amener dans un lieu spécifique pour nous faire connaître un petit peu plus là, sa culture. Puis, alors ça, c'était enrichissant. Puis ça nous a aidé à mieux comprendre. On se fiait beaucoup, mais j'imagine avoir eu mon propre aviseur religieux, puis l'avoir jumelé avec cette équipe-là d'aviseurs culturels et d'interprètes, ça leur a été très fort, très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé la visite qu'on avait faite au Dôme du Roc. Je crois, François, que tu avais aussi fait cette visite parce que c'est très difficile à visiter ce lieu-là, même si on va en pèlerinage, souvent on évite d'y aller parce que, bon, les tensions sont vives. Mais moi, je trouve que ça donnait toute une autre perspective, ces relations qu'on avait, puis de confiance, puis ils nous accueillaient à bras ouverts. C'était merveilleux de voir ça, puis ils nous montraient même dans le Dôme du Roc certains motifs qui dataient de la présence des Templiers, donc certains signes chrétiens ou en tout cas d'influence chrétienne qui avaient été gardés dans l'architecture. Donc, c'était intéressant au point de vue culturel, mais au point de vue aussi de rencontres humaines avec des hommes, des femmes. Puis même les femmes nous ont accompagnés, les militaires canadiennes étaient avec nous et il y avait vraiment un accueil absolument extraordinaire. Et malheureusement, j'ai dû quitter assez rapidement parce que j'avais la rencontre avec Monseigneur Pizzabella, mais j'aurais aimé avoir plus de temps, d'avoir l'occasion aussi de développer des liens parce que c'était un militaire canadien qui m'avait mis en contact avec un Israélien parce qu'il avait suivi une formation à l'Université de Jérusalem. Il était venu 3 semaines en dehors de sa mission. C'était avant la mission. Il avait décidé d'aller à Jérusalem, d'aller suivre un cours pour le dialogue interreligieux. Donc, c'était vraiment bien préparé, ce jeune ingénieur. Et c'est lui qui m'avait mis en contact avec cet Israélien-là. Et ça aurait été absolument extraordinaire. Peut-être qu'on aurait eu l'occasion d'organiser des choses aussi avec les militaires canadiens, mais ma présence était trop brève pour être en mesure d'organiser ça. J'aurais le goût d'oser une question audacieuse qui va probablement vous surprendre, qui est la suivante. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette région-là devienne paisible et où la coexistence soit un exemple pour le monde, en fait? Je pourrais peut-être vous offrir une petite réponse. Je dirais qu'un premier grand pas, ça serait d'arriver à un accord au sujet de toute la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie. Je l'ai vécu, je l'ai vu là, physiquement, j'ai vu là, les champignons grossir en Cisjordanie durant les 13 mois que j'ai passé là-bas. Et puis, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, puis à quel point c'est un irritant pour les Palestiniens.
savez, on occupe un terrain en hauteur, on plante un drapeau, on monte une tente. Aujourd'hui, il y a des villes de 100 000 personnes là, qui ont grossi à travers ces champignons-là. Les Israéliens ouvrent des corridors de sécurité, construisent une autoroute qui vient couper le réseau local et puis des familles palestiniennes qui pouvaient peut-être se visiter là, sur un déplacement de 10 minutes d'un village à l'autre. En raison de ces corridors-là, sont obligés de prendre 1h30 pour contourner la ville sur des chemins de terre. Puis c'est un irritant. Puis je vous invite peut-être à aller voir graphiquement à quoi ressemble là, le plan de colonisation à travers les années. Puis lors de mon passage en 2011-2012, on parlait d'un réseau ferroviaire qui viendrait à titre de complément pour amener justement là, les personnes des grandes villes en Cisjordanie à Tel Aviv puis à Jérusalem pour travailler dans le pays mère. Alors, c'est certainement là, une des grandes questions qui était toujours à l'ordre du jour. Là. Puis vous l'entendez régulièrement là, aux nouvelles. C'est peut-être le plus grand irritant quand on regarde la façon qui est assurée la Cisjordanie en ce moment là, dans les 3 zones de sécurité. Moi, j'entends, j'ai eu la chance et la joie d'avoir des amis palestiniens ici à Montréal, qui font partie de la lieutenance de Montréal. Et à travers leurs contacts aussi, je suis en contact avec Monseigneur Chomali, qui est vicaire général actuellement du patriarcat latin. Il était en Jordanie aussi, donc on a eu l'occasion de dialoguer ensemble. Il avait expérimenté ce comité dirigé par le frère du roi l'oncle plutôt du roi de Jordanie. Un comité qui rassemble le grand moufti militaire, l'évêque romain, catholique romain, et puis différents groupes religieux. Et même quand j'ai parlé avec le grand moufti de Jordanie, il me parlait des pèlerinages à la Mecque qu'ils organisaient pour les militaires, mais ils organisaient aussi pour les chrétiens un pèlerinage en Terre Sainte. Et c'était financé par les forces armées jordaniennes. Donc, il y avait un climat en Jordanie tout à fait différent de Jérusalem. Jérusalem, bon, il y a toute la question de l'histoire, hein, la question de la déclaration de Balfour, l'occupation, surtout la guerre des 6 jours, où les gens ont été déplacés, ont l'impression d'avoir été chassés de leur terre, vivent cette injustice-là dont parlait François, une injustice profonde, et se sentir aussi, même avec les colonisations, de plus en plus, pas séparés, mais de plus en plus restreints dans leur propre pays ou dans leur propre région. Donc, ça devient de plus en plus difficile de créer ces 2 États où Jérusalem pourrait devenir la capitale. Mais c'est ça, les accords de l'ONU, pas les accords de l'ONU, je pense que ce sont les accords de l'ONU où la vision internationale, c'est de rendre Jérusalem comme le lieu de la gouvernance de ces 2 États. Est-ce que ça se réalisera? C'est de plus en plus difficile. Je pense que les discours où on dit que Jérusalem soit la capitale d'Israël, et c'est très, très difficile de créer ce respect mutuel et la possibilité aussi parce que Jérusalem, c'est une terre sacrée pour 3 religions, les chrétiens avec le Saint-Sépulcre, les musulmans avec le Dôme du Roc, puis aussi la mosquée Al-Aqsa, et pour les Israéliens, bien sûr, avec
l'esplanade du temple. Ben, pas l'esplanade, mais le mur des lamentations. Puis, donc ça, c'est important que ces trois groupes puissent avoir accès à ces lieux saints. Et bon, est-ce que ce sera possible uniquement dans le dialogue, uniquement dans l'ouverture dans le respect? Messieurs, dans le temps qu'on s'était donné, vraiment, vous avez été très généreux et vous avez soulevé, placé devant nous énormément d'éléments importants. Je pense que en vérité, ce qui constitue la réalité du Proche-Orient, de la Terre sainte, d'Israël, de Jérusalem en particulier, vous nous l'avez livré très clairement. Mireille, Madame Etier, je t'inviterai à peut-être offrir une réflexion d'ensemble et à terminer notre entretien. Juste avant ce merci surtout, parce que je pense que vous avez touché tellement d'éléments importants, je voudrais vous demander, pour nous, membres de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, qu'est-ce qu'on peut être comme réflexion, comme présence, comme soutien dans cette démarche qui est difficile, mais qu'on veut croire possible? Ben, je vais commencer parce que j'ai une excellente idée, parce que je suis témoin de la générosité des membres de l'Ordre équestre de Jérusalem, parce que financièrement, on aide cette région pauvre qui ont besoin de soutien aussi. Ces chrétiens, chrétiennes qui vivent dans la région ont besoin de soutien et par nos actions, par le financement de projets, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans pour des centres pour les personnes âgées, pour la vie, pour améliorer la vie de ces gens-là et de les soutenir. Parce que moi, je crois à la présence, une présence chrétienne. Le dialogue va s'appauvrir si cette présence chrétienne s'appauvrit. Donc, pour moi, c'est très important. Je crois qu'on a un rôle important de témoignage aussi, comme François parlait, de témoignage, de parler de cette région-là, de cette peut-être mettre la lumière sur la région pour encourager le dialogue au niveau national, au niveau canadien, mais aussi à l'international. Je pense que vu que l'ordre équestre fait partie, est un peu partout dans le monde, on a peut-être un pouvoir aussi un pouvoir d'influence. Je dirais plus d'influence qu'un pouvoir réel, là, mais un pouvoir d'influence pour favoriser ce dialogue, encourager le dialogue, encourager des actions concrètes en Palestine. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de vraiment important à offrir, mais du point de vue personnel, vivant dans un milieu rural où on vit le désintéressement envers l'Église, il y a une certaine nobilité à la mission de l'ordre. Et puis, comment je vous dirais, là, je me sens plus saisi par la mission de l'ordre que je me sentirais à faire la promotion de la mission du Vatican. C'est dur à dire, là, mais le monde se sont éloignés de la religion catholique d'une certaine façon, mais je trouve que la mission de l'ordre est plus concrète, elle serait plus convaincante comme mission lorsque vient le temps de chercher des appuis. Alors, moi, j'encourage une campagne de marketing d'une certaine façon là, pour mieux vous faire connaître dans vos efforts. Et puis, j'ai l'impression que lorsque le monde saisirait l'importance du rôle que vous jouez dans la région, puis la raison pourquoi vous jouez ce rôle-là, vous connaîtriez encore plus de succès.
Mireille, un mot Je de la fin? pense, C'est dur, hein, Guy? C'est dur de dire ça, là. Non, je pense que tu as tout à fait raison. C'est quelque chose de plus concret, même si le Vatican a une représentation diplomatique, c'est à un autre niveau, c'est plus au niveau politique. Il y a une présence. Moi, je vois le rôle du nonce ici au Canada, sa présence. Le nonce aussi probablement soutient pastoralement aussi les chrétiens qui sont là. Le Vatican a organisé des choses dernièrement aussi. Je pense à la rencontre du pape François, puis l'ancien président israélien, Simone Pérez? Pérez, c'est ça, Shimon Peres, avec aussi le président de l'autorité palestinienne. Ils ont organisé quelque chose dans le jardin du Vatican. Ils ont planté un arbre ensemble. Il y a eu un peu de musique. C'était pas bon, c'était symbolique en même temps, mais d'amener les gens ensemble, de se parler, et non pas rester chacun dans leur coin, mais d'encourager le dialogue. Je pense que le Vatican peut avoir un rôle, mais nous, on a un rôle un peu plus concret. L'ordre équestre du Saint-Sépulcre a un rôle plus concret pour soutenir des projets très précis en Terre Sainte. Et chacune des lieutenances a la possibilité aussi de choisir des projets très concrets, puis d'être en contact aussi avec les gens qu'ils ont supportés, des étudiants, donc des étudiants plus démunis, qui ont la possibilité de faire qui ont une formation universitaire. Ça, c'est, à mon avis, investir sur la formation, c'est quelque chose de très important. Dans les hôpitaux aussi, prendre soin. Moi, j'ai visité, on m'avait amené, je pense que c'était l'Israélien que j'avais rencontré, qui m'avait amené rencontrer une religieuse allemande qui dirigeait un hôpital qui accueillait à la fois des Juifs, qui accueillait des musulmans et des catholiques et des chrétiens. En plein cœur de Jérusalem, et j'ai eu une conversation avec cette religieuse qui était une femme forte et qui était très convaincue de l'importance du dialogue et qui avait même parmi son équipe une équipe d'aumôniers qui incluait aussi des rabbins et des imams. Et c'est elle qui dirigeait tout ça. Donc, c'était vraiment un modèle pour moi. Puis ça, j'aurais aimé que le commandant dans la région, commandant militaire, puisse voir ces choses-là aussi et voir ces actions concrètes sur le terrain de personnes exceptionnelles. en poursuivant, J'aurais pas voulu être le chef cuisinier dans cet hôpital-là. Ça devait être compliqué. Oui, en effet. en poursuivant sur ce que vous êtes en train de dire, juste un tout petit témoignage. J'ai fait 4 voyages en Terre Sainte et dans l'un d'eux, on visite toujours l'Université de Bethléem parce qu'on visite des projets que l'Ordre soutient là-bas. Et le recteur, avec des étudiants, nous expliquait qu'il y avait plusieurs musulmans, quelques juifs, des chrétiens. Et moi, un petit peu, peut-être, j'étais un petit peu pauvre comme réflexion, mais je m'étais dit, oh, mais est-ce que nos membres savent qu'on finance une université qui n'est même pas pour des chrétiens majoritairement? Et il nous avait répondu, ce recteur, mais vous savez, nous investissons sur l'avenir. Les étudiants qui viennent ici, qui viennent de Gaza, qui viennent de partout, vivent pour une fois une expérience où ils ne craignent pas les bombardements. Et l'intifada, ça ne durera pas toujours. Quand on va revenir à pouvoir collaborer, il faudra des personnes, il faudra une force intellectuelle capable de prendre la relève. Et c'est sur ça qu'on investit. J'ai dit, là-dessus, j'embarque. Et je veux vous remercier justement en nous disant à quel point, parce que ce message, on va l'adresser à plusieurs personnes, mais particulièrement à nos membres, à des membres qui pourraient vouloir nous joindre, même éventuellement à des personnes qui sont dans l'armée, qui n'ont pas toujours un point de référence religieux, mais qui savent un endroit où ils peuvent aller.
on est partout, dans beaucoup de pays dans le monde, et on est là en soutien. L'Ordre du Saint-Sépulcre a quand même des connotations avec l'armée. À l'origine, nous étions un ordre chevaleresque qui est allé pour défendre le Saint-Sépulcre et protéger les pèlerins qui allaient là-bas. On comprend que la mission a beaucoup changé. Elle nous vient d'ailleurs du Vatican qui nous la confie. Et c'est beaucoup plus, il y a une dimension spirituelle qui est celle de vivre du Saint-Sépulcre, qu'il n'y a pas un tombeau qui peut nous garder enfermés parce que Christ en est ressuscité, mais aussi, je dirais, notre cardinal grand-maître disait récemment, comme les femmes au tombeau qui viennent oindre le corps du Christ, nous sommes appelés à oindre cette Église qui en arrache parfois. On se pose des questions, mais oindre le corps du Christ, soigner, aimer le corps du Christ au-delà de ses blessures. Donc, on n'est plus un ordre militaire, on a quand même dans nos investitures des gestes qui sont présents, mais aujourd'hui, il y a une mission humanitaire et une dimension spirituelle de croissance des membres. Ça a été très riche. Merci beaucoup. Oui, c'est très agréable. Merci François, c'était bien de te revoir. Puis ça a été une belle occasion pour moi et toi de discuter d'une façon différente un peu là, que la première fois quand tu es revenu. Je pense tu venais de vivre une expérience très forte, là, mais là, avec les années, ça nous permet de décanter un peu l'expérience puis de voir les choses d'une façon différente. Et ça a été très riche de vous entendre interagir. Je me dis, on a juste à vous écouter, à vous regarder, et c'est magnifique.